Alors bonjour Rock, Bonjour, en forme? clairement. Oui. Et toi? Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Oui. Ah, Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour te demander de nous partager ton cheminement au niveau des prises de conscience. Quand est-ce que c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait avec ça au niveau des prises de conscience? Et ça s'est passé comment pour toi? ok. Euh, il est arrivé plusieurs événements dans ma vie quand je fais un petit peu le bilan à des âges différents, que ce soit à 5-6 ans, à l'adolescence et à plusieurs reprises aussi. Mais il y a un événement marquant qui est au moment de la vingtaine qui a, je te dirais, marqué ma vie pour le reste jusqu'à aujourd'hui et encore. Donc ça a été un point tournant. J'avais une vingtaine d'années, j'allais au cégep, les études n'allaient pas bien. Avec ma petite amie aussi, les choses n'allaient pas bien non plus, on s'était séparés. Et j'étais en questionnement. Et qu'est-ce que j'allais faire? Vers quel parcours je m'en allais? Au niveau des études et tout ça, ça ne fonctionnait plus. La motivation n'était plus là. Et puis un soir, je me suis retrouvé assis dans mon auto à mener, ou avec une prise de conscience, un moment de prise de conscience profonde, euh, où j'avais devant moi euh, différentes options de vie. Je me voyais comme étant à la croisée des chemins. Pour moi, là, il y avait comme deux routes. Écoute, j'avais des amis qui consommaient, qui vendaient de la drogue, du pot et autres, qui avaient du plaisir, qui faisaient de l'argent, puis qui s'amusaient. Puis, bon, est-ce que c'est une voie? Est-ce que c'est une option? J'avais parallèlement l'option donnée par la famille, par l'Église à l'époque, OK, qui disait, bon, ben il faut suivre le droit chemin, être, être bon pour les autres, faire le bien, tout ça. J'ai rien contre. OK. Et en même temps que je menais cette réflexion-là sur ces deux axes-là, je me souviens, j'étais dans l'auto, puis c'est comme si j'avais deux cartes dans les mains, puis il y a une troisième carte qui s'est tournée, puis c'était la carte du suicide. OK. Ah, qu'est-ce que c'est fait là? Puis c'est pas quelque chose qui m'avait interpellé avant, ou c'était comme pas présent dans ma vie. Et ça me disait, ben regarde, tu as aussi le choix d'arrêter ça tout de suite si tu veux. Bon. Maintenant, la grande question qui est derrière ça, que je me posais, c'est est-ce qu'il y a une vie après la vie? Qu'est-ce qui arrive quand on meurt? Parce que s'il n'y a pas de vie après la vie, s'il n'y a rien, okay, on meurt, puis il y a des gens dans ma famille qui me disaient, des proches, non, non, regarde, Rock, quand tu meurs, c'est fini, tu pourris, il n'y a plus rien, ça s'arrête là. OK, c'est fini. Puis naturellement, il y avait l'Église et tout le reste aussi qui nous donnait la vie éternelle. Mais j'avais le doute, je ne savais pas. Donc, est-ce qu'il y a une vie après la vie? S'il n'y a pas de vie après la vie, ben, regarde, je vais m'amuser. Je vais avoir du plaisir. Puis quand ce sera fini, ce sera fini. Puis si effectivement, il n'y a pas de compte à rendre, pourquoi? Hein? Et je ne savais pas quoi faire dans ce choix-là. J'étais vraiment à la croisée des chemins. Puis je me suis dit, écoute, s'il existe un univers, s'il existe autre chose que ce que je vois là, okay, que le monde physique auquel je suis, dans lequel j'existe, je vis, si ces plans-là, s'il existe des plans supérieurs, l'univers, Dieu, la source, peu importe, ben, si ça existe, ils vont me répondre. Donc moi, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a une vie après la vie? J'ai pris ça dans une grosse boule, ce gros défi-là, ce gros problème-là que j'avais. Quelle voie j'allais prendre, le suicide et tout ça. J'ai tout enveloppé ça, mais j'ai envoyé ça à l'univers. Je dis, regarde, si vous existez, s'il existe un autre monde, plus vaste et plus grand, ben envoyez-moi une réponse. Parce que moi, si j'ai pas de réponse, je sais ce que je fais. Regarde, j'ai deux options. Okay?
Et regarde, ça s'est arrêté, j'ai fermé cette réflexion-là, mais c'est un moment très intense, c'est une grosse prise de conscience. C'était de l'élévation. Euh, je cherchais de l'éclairage. Vraiment, je cherchais et j'ai posé la question. Et dans les semaines, les mois qui ont suivi, j'ai commencé à vivre des expériences particulières. Une des premières... oui. Écoute, donc je vais poser une question à l'univers, est-ce qu'il y a une vie après la vie? Une des expériences que j'ai faites, c'est qu'on m'a fait vivre une régression. J'étais dans un appartement, puis allongé sur un fauteuil un dimanche après-midi, puis tout bonnement, à un moment donné, je me suis retrouvé à revoir des séquences de ma vie. Des séquences importantes. Donc j'ai 20 ans, je me revois, j'ai des flashs. Je me revois à 16 ans, à un moment particulier, à peu près 12 ans, un autre moment intense de ma vie, 6-7 ans aussi, un moment où j'avais eu de la peine. Mon père ne voulait pas m'emmener à la pêche, puis ma mère m'avait consolé, puis finalement il m'avait emmené. Puis c'était un moment intense pour moi. Donc c'était des moments marquants. C'est comme si j'ai reculé dans le temps pour finalement arriver face à une fenêtre, comme un verre légèrement givré, à travers lequel je ne pouvais pas passer, mais je voyais un film de l'autre côté. Et ce qui se passait de l'autre côté, c'était un champ de bataille. Des obus qui éclataient, des chevaux qui tombaient à renverse, des arbres, c'était en forêt. Et là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que c'est cette scène-là? Je comprends que c'est une scène de guerre. C'est la guerre. Je suis comme au-dessus de la scène. Je vois le déroulement de tout ça. Mais je ne comprends pas. OK? En même temps, je vois qu'il y a des gens qui meurent et il y a un combat, il y a quelque chose de réel qui se passe là. Bon. Et quand je reviens à moi un petit peu, par la suite, je suis en position fétale sur le fauteuil où j'étais allongé précédemment. Bon, c'est une expérience, OK? Je comprends pas, je ne sais pas trop quoi faire avec ça, mais là, qu'est-ce que j'ai vécu là? C'est comme si on m'avait montré une vie précédente, le moment de la mort d'une vie précédente. OK. J'interprète ça comme ça sans trop savoir. Je laisse ça là. Par la suite, je rencontre un ami qui parle d'une technique pour faire des sorties de corps. Aïe, qu'est-ce que c'est ça? Donc, on m'enseigne où il me dit, bon, c'est très simple, là, on peut sortir de notre corps. Et la technique se veut, on a comme une efface. On s'allonge et on va une efface. Et on va effacer progressivement notre corps. Donc, je suis allongé sur le dos et je vais effacer mes pieds. Dans l'imaginaire, on va aller effacer progressivement les pieds, ainsi de suite, les genoux, et ainsi de suite, on efface, et on efface, et on efface. Et quand on arrive au niveau de la tête, pop, bon, on va sortir. OK, c'est intéressant. Alors, j'expérimente cette affaire-là. Effectivement, je m'allonge, puis j'essaie d'effacer, puis j'efface. Et quand je suis arrivé au niveau de la tête, et là, il se passe quelque chose, mais là, je sors, et j'ai peur. Ce que je vois en dessous, c'est un cadavre. Je vois vraiment un corps qui est mort, qui est cheveux huileux, tout ça. J'ai rentré, j'ai peur. Je crois que j'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai pas aimé la sensation. Quelques semaines après, je relance, je réessaie à nouveau. Et là, quand je sors au niveau de la tête, quand je suis arrivé au niveau de la tête, et là, je sens. Et là, je m'élève au-dessus de mon corps. Je ne suis pas à même de voir le corps comme tel, mais je flotte dans un état extraordinaire. Il y a une musique très, très douce, il y a une lumière douce, il y a une paix. C'est un lieu où tout s'arrête. Et là, je ne veux plus revenir. C'est trop beau. Qu'est-ce que c'est ça? C'est extraordinaire. Là, tu avais comme une réponse à ta question. Là, j'avais une première réponse qui me dit, ouais, mais écoute, en même temps, c'est peut-être mon imagination. Hein. Je suis capable d'en imaginer des choses, tu sais, comme le rêve de rêve, tout ça. OK. Je remets ça aussi
dans le bagage, dans le coffre, des réponses, mais pour moi, ce n'est pas encore des réponses valables. Et puis, bon, j'ai d'autres petites expériences comme ça qui s'ajoutent. Et puis vient un voyage, l'occasion de partir au Mexique avec 3 de mes amis, où on se retrouve au pied de la Cuesta, près d'Acapulco, pour quelques mois. Vraiment, on est parti pour faire un voyage entre amis. Et oui, au cours de ce voyage-là, une journée, on rencontre un Français et une Américaine de notre âge, qui sont tout simplement de passage. On les croise. Ils viennent nous rencontrer, viennent discuter un petit peu, jaser avec nous dans la petite villa où on est. Et bon, ils repartent en fin d'après-midi, mais c'est des purs inconnus. Et en me couchant le soir, moi, l'Europe, ça m'attire. J'ai le goût d'aller en Europe. L'Europe, est-ce que c'est la France? Je ne sais pas trop, mais pour moi, c'est l'Europe. J'ai comme une attirance. C'est un pays qui me... Ça te parlait? Ça me parle, OK. Et bon, regarde, je suis couché, je suis au Mexique. Je me dis, écoute, aller en Europe, ça serait le fun. Mais bon, pour faire ça, il faut que je prenne l'avion. Prendre l'avion, OK. Là, je m'imagine à Dorval, dans l'aéroport de Dorval à l'époque. Bon, je prends l'avion, je mets billets, tout ça, puis je pars en Europe, dans mon imaginaire. Et là, je suis au-dessus de l'océan avec l'avion, et puis à un moment donné, il n'y a plus d'avion. OK. Et je vole. Je suis au-dessus de l'océan et je vole. Mais je suis en rêve, mais en même temps, c'est un rêve. Je suis conscient de ce qui se passe, mais je sais que mon corps dort, mais c'est bizarre. Et bon, je vole, et on m'avait parlé à l'époque du cordon d'argent, quand on faisait des voyages astrales, qu'on était relié à notre corps. Et j'observe que je suis relié. Je vois effectivement qu'il y a comme un cordon qui me suit derrière. Bon, okay. Mais bon, en même temps, je suis en rêve. Il ne se passe rien de grave. J'avance. Et je vole au-dessus de l'océan. Et j'arrive au-dessus d'un continent. Et à un moment donné, j'arrive au-dessus d'une autoroute en flanc de montagne. C'est très particulier parce que c'est en flanc de montagne, deux routes légèrement décalées l'une par rapport à l'autre. C'est un peu comme des montagnes russes Et un moment donné, j'arrive dans un petit parc et il y a une jeune fille en robe blanche qui m'accueille. Je vous décris un rêve, OK? Jusqu'à date, c'est ça. La jeune fille en robe blanche qui m'accueille, elle me conduit vers une maison. Il y a comme 2 rues, une rue de chaque côté. La maison est assez centrale, il y a un petit parc. Je suis devant la maison, il arrive une auto, c'est une petite Citroën blanche, une 2 chevaux, que je reconnais. Il y a un type qui descend de l'auto. J'intègre ce personnage-là, je rentre dans la maison. À l'intérieur de la maison, il y a un monsieur en chaise roulante, avec une vieille chaise roulante en bois. Il y a des guichets, comme pour des hublots ronds, derrière lesquels, pour la poste ou pour faire des payes, comme on voit dans les anciennes banques et tout ça. Je me promène à l'intérieur de la maison, les gens me connaissent, donc tout ça, ça va. Je sors de la maison, il y a dans la cour arrière une entreprise où les gens font des trosses, des toitures de maison, des poutrelles pour faire des toits de maison. Ou quelque chose de semblable. Donc il y a des grues, puis il y a du matériel, il y a des travailleurs. Bon, OK. Et moi, je suis en rêve, là. Alors, à un moment donné, ça tire à l'autre bout, ça tire sur la corde. Il faudrait peut-être que tu reviennes. Et là, je pose la question dehors aux personnes qui sont dans la cour, les travailleurs. Je dis, l'aéroport est où? Parce qu'il faudrait que je retourne. Et là, ils partent à rire parce qu'il n'y a pas d'aéroport. Mais on me pointe une direction. Bon, OK, je rentre, je réintègre mon corps. Puis, mais jusque-là, pour moi, c'est un rêve. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de vivre. Le lendemain matin, je me réveille avec tout ce souvenir-là très bien imprégné en tête. Et tout est clair. C'est un rêve éveillé. OK? Mais
pour moi, jusque-là, c'est un rêve. Et vers 10 heures de l'avant-midi arrive le couple que j'avais rencontré la veille, un Français puis une Américaine. Et en les voyant, ça me dit j'ai fait un rêve cette nuit, vous n'êtes pas dans le rêve, mais il me semble que ça a un lien avec vous, donc je commence à raconter mon histoire. On est ensemble et tout ça. Et je fais le détail de la petite fille en robe blanche et le détail de la maison, monsieur en chaise roulante, et je raconte tout ça, les fleurs à chaque côté des parterres, puis je décris sommairement, j'ai une feuille de papier, puis je décris, le type qui est là, quand la face il tombe, il dit « Qui t'a donné le droit d'aller chez moi? » Oh, c'est un rêve. Non. Il dit « Qui t'a donné le droit d'aller chez moi? » C'est chez toi, ça? Il dit « Oui, c'est chez moi. » Écoute, j'ai fait un rêve. J'ai vu hier, puis j'ai eu le goût de... Ça m'a donné le goût d'aller en Europe, mais je ne sais pas où je suis allé, je ne connais pas. Et finalement, bon, à force de discuter, parce que là, écoute, il y a un froid qui s'installe, parce que je suis un intrus, qu'est-ce que je viens de faire, qu'est-ce que je suis venu faire dans la vie de ce personnage-là. Puis sa copine qui est là, elle confirme aussi que c'est bien chez lui. Tout le kit, hein, l'usine pour faire les poutrelles, et tous les détails. La petite fille en robe blanche qui m'accueille, il me mentionne qu'il a perdu une petite sœur toute jeune. Et moi aussi, quand la face me tombe, qu'est-ce qui s'est passé là? Et finalement, donc il me confirme que j'ai sorti de mon corps. Je suis allé explorer un endroit. J'étais totalement entier quand j'ai fait ça. Il ne me manquait rien pour moi. Mon esprit était là. Pourtant, mon corps était couché au Mexique. Et là, j'avais une deuxième réponse, que je peux sortir de mon corps puis revenir. Et quand je quitte le corps, je suis entier. Le corps, c'est un véhicule qu'on utilise pour un cycle, pour une vie. Il y en a plusieurs. Mais dans ce cas-ci, je prenais conscience et on me démontrait que oui, regarde, tu veux le savoir, on va te faire sortir de ton corps. Okay? Tu vas aller vivre une expérience que tu vas pouvoir valider par le témoignage d'un inconnu qui me dit exactement où je suis allé, qui me confirme tout ça. Et finalement, il me donne son adresse. Et c'est un petit village dans le nord de la France, près de Dieppe. Dieppe, on va faire le lien tantôt avec le rêve, où je vois un champ de bataille et tout ça. Donc, là, ils commencent à se mettre des morceaux ensemble. OK. Et là, écoute, Tu avais une réponse? Là, j'avais une réponse. J'avais une grosse réponse. Tu avais quel âge? J'ai toujours 20 ans, 21 ans. C'est sur le même... C'est dans la même période. OK? C'était l'automne quand j'ai fait ces demandes-là à l'univers. Puis je suis parti pour le Mexique en janvier. Je reviens à fin février. Avec cette expérience-là derrière moi. Ou dans moi. Et là, je veux partager ça. Ce que je viens de vivre. Et là, je commence à vouloir mentionner ou partager cette expérience-là. Et là, je me rends compte, je pensais que tout le monde, plus ou moins, vivait des choses semblables, pouvait vivre. Et non, et là, je passe pour un petit peu, un peu désaxé ou spécial. J'ai pu partager cette expérience-là avec 3 à 4 personnes à venir jusqu'au tournant de la cinquantaine. Des personnes à qui avaient vécu des choses semblables et avec qui tout de suite on a partagé, puis on était en territoire connu quand on le faisait. Quelque temps après, au printemps, je m'en vais à la pêche avec un de mes amis, puis je marchais, j'avais ma canne à pêche devant moi, puis il marchait derrière moi, puis il me dit « Rock, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu marches comme un soldat, tu tiens ta canne à pêche à l'épaule, comme ça. OK, non, c'est normal, c'est juste un réflexe. » Donc, je regarde, il y a plusieurs événements comme ça qui vont s'enchaîner. Et à un certain moment, je suis souvent sorti de mon corps. Trop souvent.
Si bien que je me promène en ville, puis j'ai l'impression que les fils électriques me traversent au niveau de l'abdomen. Tellement je suis expansé. Je connais rien au niveau de l'énergie. Je connais pas l'ancrage. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Et là, je suis comme, OK, c'est assez. Là. J'ai compris. Fait que je demande à l'univers d'arrêter. J'ai compris. On referme la marmite, s'il vous plaît. Je sais maintenant. Je sais qu'il y a une vie après la vie. Je sais que, toutes les expériences qu'on vient de m'enseigner, que j'ai vu ma vie, du moins j'ai vu quelque chose qui pouvait ressembler à ma mort précédente. J'ai pu valider que je pouvais sortir de mon corps et revenir, que le corps, c'est un véhicule. Donc, je sais quel chemin prendre. Okay? Et je me croyais riche, j'étais riche de cette expérience-là. Et on a fermé tout ça. Et petit à petit, j'ai repris les études, j'ai complété mon bac, j'ai fait une formation d'ingénieur, je me suis marié, 3 enfants. Et j'ai occupé des postes en entreprise toujours de plus en plus importants, aller jusqu'à des postes de management. Et tout ça, ça allait bien. Bon. Puis au tournant au début de la quarantaine, j'ai commencé à faire de l'insomnie. Donc, beaucoup de stress. Je suis un perfectionniste. Là, je me suis rendu compte, aujourd'hui, je me rends compte que je voulais me faire aimer, donc je voulais toujours en faire plus. J'en faisais plus que le client demandait. Et c'est pas à cause du client, c'est moi, c'est ainsi. Donc, je me suis donné beaucoup au travail. Et l'insomnie s'est installée. Au début, c'était quelques jours ici et là. Et petit à petit, après ça, c'était plus que 2-3 jours consécutifs. Puis à un moment donné, c'est devenu où c'était presque continu, où j'avais beaucoup de difficultés à dormir. Un ami médecin que j'ai rencontré, il m'a dit « OK, je vais te prescrire quelque chose ». Il m'a prescrit une médication pour m'aider à dormir. Ça a fait l'ouvrage pendant quelques temps. À un moment donné, je suis allé le voir, je lui ai dit, as-tu quelque chose de plus fort? Parce que là, ça ne marche pas encore. Il dit, non, je t'ai prescrit ce que j'avais à peu près de plus fort. Si tu veux rester éveillé au travail aussi, je peux t'assommer, mais tu vas dormir toute la journée. C'est pas ça que je veux, moi je veux être fonctionnel. Donc là, je m'épuisais progressivement. À chaque matin, je prenais ma douche, puis j'allais chercher une pelletée dans mes réserves pour aller faire ma journée. Vraiment une pelletée. Visuellement, j'avais cette image-là où j'allais prendre une pelletée dans mes réserves, puis dire, OK, je vais faire ma journée avec ça aujourd'hui. Tu étais quand même assez connecté pour être présent, à demander à l'univers, à utiliser une pelletée. C'était quand même assez... C'était inconscient. C'est inconscient. Ouais. Bon, pourquoi tout ça, je ne le sais pas encore. On pourrait parler tantôt peut-être de vieilles âmes. Donc, il y a quelque chose, je suis sûr que je suis arrivé dans cette vie avec des connaissances, avec un certain bagage. Aujourd'hui, j'en suis conscient, à cette époque-là du tout. Donc, j'allais chercher ma réserve chaque matin. Et puis un matin, j'ai pris une pelletée dans mes réserves, puis j'ai vu le trou, oups, il n'y en a plus. Je suis rentré au bureau, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai essayé de prendre mes courriels. Je regardais l'alphabet, les lettres, mais je n'étais plus capable de faire des mots, plus capable de lire. OK, je suis vraiment à l'extrême. Et j'avais des images depuis quelques semaines, je me voyais marcher sur le bord d'un précipice, puis je dis, oh, boy, si j'échappe, c'est rocailleux, puis c'est très profond, donc si je perds pied, je suis fini. J'avais aussi l'image de, je ne sais pas si tu as déjà vu Charlie Chaplin, qui est en train de jouer avec des clés sur une grande guire, un grand engrenage, puis il est dans la grosse machine. J'avais aussi cette image-là qui arrivait, que j'étais coincé dans une grosse machine que je ne savais pas comment en sortir. Belle image. Ah, j'étais vraiment là-dedans. et comment je vais m'en sortir? Parce que là, puis l'ego et la personnalité faisaient en sorte que non, écoute, moi j'avance, je suis en direction de l'usine, écoute, je ne veux pas lâcher, je suis rendu là où je voulais être dans ma vie, j'ai le pouvoir, j'ai les sous, et mon corps me lâche, qu'est-ce qui arrive? Fait que je dis à ce moment-là à Danielle, qui était la directrice des ressources humaines, je dis, je vais prendre 2 semaines de vacances. Et que j'ai pris 7 mois de vacances. Bon. Juste avant l'arrêt de travail, Danielle avait une sortie, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Donc, un matin, elle est allée à un déjeuner causerie, elle avait rencontré une dame qui faisait du coaching auprès des professionnels.
Et c'était la directrice des femmes d'affaires du Québec à l'époque. Et donc, elle dit, toi, tu devrais rencontrer Roch, mon patron. OK. Donc, j'ai commencé à avoir des rencontres avec cette dame-là, aux 2 semaines, 3 semaines. Son objectif, c'était toujours de me ramener vers mon poste. Hein. Puis souvent, elle prenait l'analogie, elle disait, tu sais, Roch, un cheval de trait dans un champ de labour, ça va bien, c'est à sa place. Un cheval de course, sur une piste de course, aussi, c'est à sa place. Mais si tu prends un cheval de course, puis tu le mets sur la charrue, il va avoir de la misère, il va se faire crever, il va vouloir la sortir, pareil, mais il va mourir là. Puis c'est la même chose pour ton cheval de course, si tu le mets sur la piste de course, son cheval de trait, si tu le mets sur la piste de course, il va essayer de suivre les autres, là. Mais écoute, il va se faire crever, il n'est pas à sa place. Okay? C'est une image qui m'a quand même marqué. Je dis, oups, peut-être que je ne suis pas à ma place. Peut-être qu'il faudra que je reconsidère tout ça. Et j'ai commencé à faire de la lecture sur une mission de vie. J'avais un livre de Montbourquet qui parlait de la mission de vie. Et là, j'étais là-dedans. Puis parallèlement avec les rencontres de cette personne-là, ce coach professionnel-là, qui s'appelait Aline, et montait à l'intérieur de moi 2 mots. 2 mots. Je ne voulais pas rien entendre de ce qui montait. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et je refoulais, puis non, ça revient, puis je refoulais, non, puis un bon matin, je veux lui dire, je vais me libérer de ça. Je dis, Aline, j'ai 2 mots en dedans de moi qui montent, ça n'a pas d'allure, je ne comprends pas. Ça s'appelle guérison, puis les mains. Les mains, guérison. Je suis ingénieur, je ne suis pas docteur. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'aurais dû faire un chirurgien? Tu sais, je ne comprends pas. Bon. Et elle me dit, ben, je ne comprends pas moi non plus, plus ou moins, qu'est-ce que c'est, tout ça, mais elle dit, je connais le Reiki. Elle dit, c'est une technique de guérison avec les mains. J'ai aucune idée de ce qu'est le Reiki. J'ai, à l'époque, j'ai 49 ans. Bon, elle dit, OK, elle me donne la carte d'affaires d'une personne, d'un maître Reiki qui donne des enseignements. Donc, je prends la carte d'affaires, qui est la carte de Madame Lamort, Dolores Lamort. Et je retourne chez moi avec ça, je dépose la carte d'affaires sur ma table de chevet dans ma chambre, et pendant plusieurs mois, la carte de 2 à 3 mois, la carte est là, puis un matin, c'est « Non, Roch, il faut que tu y ailles. » Ça me parle en dedans de moi très fort que faut que tu ailles finir d'explorer cette piste-là, il y a quelque chose là, puis il faut que tu ailles voir. Fait que je reprends la carte le midi, je venais de reprendre mon travail, mais plus comme directeur, j'étais à ce moment-là responsable de l'environnement, matière alternative. Donc c'est un poste plus léger. Juste une petite anecdote. Oui. C'est ça, être connecté. Tu en étais inconscient, mais c'est ça, moi, à travers les cheminements, que j'ai le désir que les gens entendent ça. Oui. Ça vient de l'intérieur. C'est là qu'est la solution. C'est là qu'est la vérité de chacun de nous. Mais tu me parles de ça, mais t'en étais inconscient. J'en étais inconscient. Tu étais connecté, pareil. Je pense qu'on est, effectivement, on est tous connectés. Oui, mais on n'écoute pas. On a beaucoup d'enveloppes, beaucoup de carapaces qui font en sorte que l'ego, le mental, la personnalité vont faire en sorte qu'ils vont taire ça. Ça va monter, mais bon, regarde, on va laisser tomber. Puis, et je n'avais rien à perdre, il faut le croire. J'étais vraiment acculé. Je venais de reprendre mon travail, mais bon, j'avais passé à travers une période aussi dans cet arrêt de travail-là. Les médecins m'avaient donné une médication, des antidépresseurs, mais je me disais, non, je suis pas en dépression, je suis épuisé, je suis vidé, je suis en train de vivre quelque chose de particulier. Donc, j'ai refusé de prendre la médication pendant les 4 premiers mois. Et un soir, donc j'étais toujours en baisse par contre. Je ne remontais pas à côte, j'avais toujours l'impression j'allais toujours de plus en plus profond. Et je voulais voir où était le fond. Où est-ce que ça allait m'amener, c'était quoi cette expérience-là que j'étais en train de vivre. Et un soir, je me souviens, j'ai sorti de la table, j'étais avec les enfants, on a mangé, puis j'ai sorti de la table, puis j'ai tourné au coin de l'escalier. Puis en regardant la télévision, dans ce coin-là, le suicide s'est présenté. Oh! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et là, j'ai dit non. Non, c'est pas ta place. Puis c'est pas la solution parce que je pourrais te partager d'autres expériences aussi, peut-être tantôt.
que j'ai vécu dans la vingtaine aussi. Donc, mais j'ai eu peur. J'ai eu un moment de frayeur où j'ai dit non, écoute, là, je suis déstabilisé. Et j'ai pris la médication. Tout de suite, le même soir, je dis OK. J'ai commencé à prendre la médication pour me sortir de cet espace-là qui était insécurisant. Et bon, ça, c'est arrivé une seule fois. C'est que cette fois-là, tout de suite, je pense que je savais comment réagir, par contre, face à cette présence-là, de cette carte-là qui se retournait encore dans ma vie, qui s'est probablement tournée dans ma vie, dans bien des vies antérieures aussi. Bon. La carte de Reiki. La carte de Reiki. La carte de Reiki, oui. Alors voilà. Donc, j'ai cette carte-là qui est sur ma table de chevet et qui m'appelle. Et bon, j'ai OK, je prends la carte, je l'amène au bureau, puis sur l'heure du dîner, j'appelle cette dame-là que je ne connais pas. C'est Madame Lamar, vous êtes sur mon chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on se rencontre. Et je lui parle de main guérison. Ça me parle de l'intérieur. Elle dit, monsieur, il n'y a pas de problème. Elle dit, je vous attendais. C'est cool, c'est le fun, mais bon. Elle me dit, vendredi prochain, j'enseigne un Reiki. Ça commence vendredi soir, samedi et dimanche. Si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Fait que le vendredi, je me pointe. Bon, il y a 3 étudiants, 2 dames puis moi. Et on a une initiation, si je me souviens bien, le vendredi soir ou samedi matin. Et le samedi avant-midi, on commence à faire des pratiques de soins. Il y a une dame qui est là, elle a mal au dos. Donc, on se pratique. Hein, donc, je mets mes mains dans son dos. Elle dit, aïe, 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 ça fait mal. J'enlève les mains. Elle dit, non, non, mets-les tes mains. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Et là, les mains guérison. Là, je comprends. Je comprends que ce qui montait en dedans de moi, c'était vrai. Il y avait quelque chose de vrai là-dedans. Donc, je réalise que je place et qu'il y a une énergie au niveau de mes mains qui peut faire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, mais ça fait quelque chose. Et là, il m'arrive une autre expérience. Pour moi, là, c'est « wow, OK, ouf, je viens de comprendre, je viens de connecter ». Et je remercie l'univers de m'avoir amené jusque-là. Et l'univers me répond, remercie pas l'univers, Roch, remercie-toi. Hey, c'est super. Aïe, aïe. Comment je fais pour me remercier? Comment on fait pour se remercier? Je suis qui, moi? Et dans l'énergie de ce moment-là, c'est comme si je me retourne de 180 degrés à l'intérieur de moi-même pour me parler, pour me voir, pour me remercier. Qui je vais voir, c'est qui? Et l'expérience que je vis à ce moment-là, c'est je suis devant un soleil. Une lumière extraordinaire, indescriptible. C'est un champ de lumière, c'est merveilleux. C'est comme si on me présentait le soleil. Ça ne brûle pas, mais avec autant d'énergie que le soleil. C'est comme si j'étais capable de l'approcher sans qu'il me brûle. Et c'est qui ça? C'est quoi ça? Et c'est comme si on m'avait permis, pendant quelques secondes, de voir ma lumière intérieure, qui je suis, ou ma connexion avec le divin, avec je ne sais pas quoi, avec l'énergie. Je suis bien conscient que cette lumière-là, c'est moi. Puis cette lumière-là, maintenant, je suis bien conscient qu'elle nous habite tous. On est tous un morceau ou un élément de cette lumière-là, dans chacun des corps, dans tout ce qui vit, cette lumière-là est présente. Et là, j'ai flotté, je te dis, pendant 2 jours. Ah! Quelle expérience! C'est indescriptible, je flottais carrément. J'étais dans un bain de lumière et je venais de contacter quelque chose d'immensément beau, grand. Et encore là, j'essayais de le partager, mais c'était à moi. Okay? Ça m'appartenait. Donc, en même temps, je comprenais, là, je venais de découvrir Main Guérison, puis ça me disait en même temps, il y a une vieille mémoire qui est montée. Cette journée-là aussi, ou dans les jours. Que quand j'étais tout jeune, à l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, je savais qu'on pouvait guérir avec les mains. C'était là, je le savais. C'est juste
après cette expérience-là, c'est comme remonter ce vieux souvenir de que quand j'étais petit gars, tout petit, que, ben oui, les mains guérison, qui le sait. Puis j'ai jamais fait ça parce que j'en parlais peut-être aux gens autour de moi, puis personne ne le faisait, donc j'ai mis ça cacher ça, puis non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Okay. Mais c'était clair. Là, ça s'est connecté. Donc, ouais, parce que là, j'ai compris que j'étais arrivé avec cette connaissance-là. Et là, je dis, OK, donc, quand je suis venu sur cette planète, je suis arrivé avec cette connaissance-là. Il y a beaucoup de connaissances que l'on possède qui sont innées et pour lesquelles on va, si on veut, on va les envelopper avec beaucoup de carapace, beaucoup de... la présence des gens autour de nous peut faire en sorte que soit on les met en évidence, ce potentiel-là, soit on les cache. Et c'est le milieu familial qui va faire en sorte qu'on va développer ce potentiel-là ou non. Puis, et tout est parfait. De toute façon, la vie est parfaite. Pour moi, tout était parfait comme ceci. Rendu où ce que tu étais, ça t'a amené vers quoi, là? Ça a développé... À ce moment-là, ça a été, écoute, je peux peut-être pas... de la cinquantaine, là. Oui, j'ai 50 ans. Okay. Et là, ça me dit, écoute, tu peux pas laisser cette connaissance-là dormir. Là, tu commençais à être vieux, là, 50 ans, il fallait que tu fasses quelque chose. Oui, ben, c'est en même temps, pendant cet arrêt de travail-là, et tout ça, tout ce mouvement-là, qui est la mission de vie, ça montait très fort, la mission de vie, et toutes les expériences que j'avais vécues à 20 ans, les expériences de sortie de corps et tout ça, remontaient, et tout le milieu professionnel et tout ça perdait de l'importance. Qu'est-ce qui se passe? Donc, et là, j'ai dit, là, j'ai des choix. Encore, à nouveau, je suis placé devant des choix. Le Reiki, c'était clair, je dois enseigner le Reiki. Donc, il faut que j'enseigne. C'est clair, clair, clair. Donc, j'ai fait la formation, les différents degrés jusqu'à la maîtrise pour pouvoir enseigner. Parallèlement, au niveau du travail, on me disait, écoute, on doit maintenant te déplacer à l'étranger, il y a différents postes, mais je devais terminer. Okay? Donc, il fallait que je trouve autre chose. Et cette autre chose-là, ben, c'était l'énergie, les soins. OK, je vais faire autre chose. Maintenant, je vais me consacrer aux soins, à l'énergie. Pour moi, à ce moment-là, c'était le Reiki. Et est arrivé, en même temps, à travers Madame Lamar, la formation. Elle avait fait plusieurs voyages en Égypte. On était au début des années 2000. Et elle reçoit, cette personne-là aussi, était connectée. Donc, elle reçoit de créer un cours en médecine énergétique. Et le cours va s'appeler SAIME, S-A-I-M-E, pour Système d'aide et d'intervention en médecine énergétique. Et moi, je fais ma formation Reiki avec cette dame-là. Et je la vois qui est en combat, qui a dit non, je ne veux pas faire ça, mais en même temps, je le reçois, mais je ne suis pas digne de ça. C'est quoi cette affaire-là, enseigner à ce niveau-là et tout ça. Et elle a fait, à travers ses voyages en Égypte, elle a reçu des enseignements de base pour cette technique-là. La technique de soins énergétiques? De soins énergétiques, okay. de SEM. Okay. Cette technique-là, ça nous permet d'aller travailler au niveau des différents corps énergétiques. En Reiki, on va travailler au niveau du corps physique, parfois au niveau de l'aura, sur une couche de l'aura. Alors qu'en Reiki, on va recevoir l'énergie, on va canaliser l'énergie. On se connecte, on se branche, on laisse descendre l'énergie et on la transmet à la personne, c'est tout. Et on n'intervient pas au niveau de cette énergie-là. L'énergie, on dit souvent, elle est divine et intelligente, on va faire ce qu'elle a à faire. Et on laisse nos mains souvent se positionner là où c'est important. Alors qu'en scène, c'est un degré plus, je n'oserais pas dire avancé, c'est différent. C'est une étape, oui, au-dessus où on va aller explorer au niveau des corps énergétiques. Donc la structure énergétique, on apprend à ce moment-là qu'on est composé un peu comme une poupée russe, okay, de différentes enveloppes énergétiques. Dans l'école, on parle de 7 couches énergétiques, 7 enveloppes. Et on va aller
toujours avec les mains, avec la perception, aller explorer ou visualiser ou sentir sur chacune des couches d'énergie du corps physique où sont les blocages. Et on va repérer différents types de blocages. Et on va intervenir à ce moment-là avec des techniques pour aller dissoudre les blocages. Différentes techniques selon les différents blocages, selon l'énergie la lourdeur de l'énergie qui est présente en place. C'est une technique, là. C'est une technique... Mais tout ton cheminement t'a amené aujourd'hui à avoir créé un centre et de travailler au niveau des soins énergétiques. Mais si je reviens à tout ce que tu disais, finalement, tu étais connecté, puis c'est du dedans que tu recevais ces messages-là, d'aller vers ces choses-là. Mais malgré que tu dis comme tu t'en étais pas conscient, tu as quand même écouté à un moment. C'est ma guidance. J'ai écouté. J'ai écouté parce que ça parlait très fort en dedans. J'ai été rebelle parfois, j'ai attendu. Aujourd'hui, je suis conscient que tout part de l'intérieur. Okay. Et que je te dirais, la meilleure façon de travailler sur un meilleur état du monde, c'est de travailler sur soi. En travaillant sur moi, en améliorant mon état intérieur, j'émets une vibration qui est différente. Okay? Et comme toutes les vibrations, tout se répercute. Hein. C'est comme la goutte d'eau au milieu d'un étang très calme. Les vagues, tout se fait ça. Oui, tout vient de l'intérieur. Si ça va bien dans ma vie, c'est grâce à moi. Si ça va mal dans ma vie, c'est grâce à moi aussi. Si tu avais un message pour les gens, je sais que tu viens quasiment d'en donner un, mais si tu avais un message à donner, à partager aux gens, des gens, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère, ne croient pas nécessairement à ça à l'intérieur, beaucoup de gens ont vécu ça, mais si tu avais un message à donner, ça serait quoi pour conclure? Là, à moins que tu aies d'autres choses à nous conter. Non, écoute, j'ai beaucoup d'autres choses, mais ça fera l'objet d'un autre, un autre partage. Je te dirais, le seul, c'est pas le message, ou du moins le conseil, c'est de prendre le temps de s'arrêter et d'écouter intérieurement. Donc, il y a des outils tels que la méditation qui sont extraordinaires, mais simplement ne pas avoir peur d'aller à l'intérieur de soi et d'aller à la rencontre du cœur, d'aller c'est de passer du mental au cœur. C'est cet exercice-là qui est souvent difficile parce qu'on est tellement stimulé par le faire, par tout ce qui se déroule autour de nous, de l'ordinateur, de la télé, la vitesse, tout s'accélère et tout ça, qu'on est continuellement sollicité au niveau du mental et le cœur a de la difficulté à s'exprimer. Il a beau crier d'en bas, mais ça passe pas. Et il faut faire taire le mental pour arriver à écouter la voix du cœur. Et pour faire taire le mental, c'est des choses très simples. Aller marcher en forêt, se retrouver au bord de la mer, dans des endroits calmes. Puis des fois, on est dans cet endroit-là, là on est « Oh non, faudrait que je bouge là. » Et là, c'est là qu'il ne faut pas bouger. Puis aller un petit peu plus loin. On va voir qu'est-ce qui va monter de l'intérieur. Donc, ce serait le... Donc, on pourrait dire que pour chacun de nous, la vérité est en dedans de nous. Tout à fait. Pour tout le monde. Tout le monde. C'est simplement d'aller là puis d'écouter ce qui se passe, puis c'est quoi les messages. Merci beaucoup, Roch. Ça m'a fait plaisir, Clermont. À la prochaine. Au revoir.